Regardez les gens se comporter. Ils sont au-dessus des citoyens. Parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont députés, parce qu'ils sont proches du régime, ils sont au-dessus des citoyens. Ça n'existe pas dans une république. Le président de la République, il n'est au-dessus de personne. Je veux même choquer des gens, il n'est personne. Première chose, c'est la citoyenneté. Deuxième chose, la souveraineté populaire. Celui qui a le pouvoir, là, c'est le peuple. Je suis Paul Hervé Agoubli, secrétaire général du mouvement politique Objectif République. Je suis heureux d'être en face des téléspectateurs, des internautes de Actu People. Oh, nous avons un pays qui a beaucoup de potentiel, qui a, je pense, une chance inouïe de construire une histoire qui n'est pas si vieille. Hein. C'est-à-dire que si on prend la construction de notre pays, parce que souvent les gens ne le voient pas, ne font pas le lien jusque-là. Vous savez, si vous prenez des nations qui se vantent d'être de vieilles nations, on a eu une certaine relation difficile, compliquée avec la France. Mais la France, c'est au moins l'an 400 de notre ère ou l'an 900 de notre ère. Mais en tout cas, c'est un pays qui revendique une histoire vieille de 1500 à 1250 ans. Quand vous prenez le couple colonisation plus république, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore 150 ans. Donc c'est un pays qui se construit. Et normalement, un tel pays aura naturellement des défis. Et quand vous écoutez donc des gens dans la classe politique, même parmi l'élite intellectuelle, on n'a pas ce recul-là et qui fait que l'attitude à la fois des gouvernants et de certains membres de la classe politique en général, vous ne voyez pas beaucoup de prudence, vous ne voyez pas beaucoup de, comment dire ça, de recul, parce que précisément le pays est en construction et il a besoin de calme, il a besoin de dialogue, il a besoin de consensus pour avancer. C'est de ne pas voir tout ça à l'œuvre qui peut inquiéter des esprits comme les nôtres, avec les défis qui sont des défis sociaux, économiques pour chacun de nous. Donc c'est un cocktail qui peut être explosif. Et donc je prie, on n'en est pas encore aux solutions, je prie les uns et les autres chaque fois d'avoir ce recul-là pour nous permettre effectivement, pour nous éviter hein, des implosions, des conflits qui, à mon avis, ne nous font pas grandir et avancer. La question se pose, mais je veux dire, pour moi, la problématique de l'indépendance n'arrive pas tout de suite. Pour moi, le premier véritable problème, c'est celui de la proclamation républicaine. Vous voyez, le spectre politique est partagé, enfin si on voulait voir un clivage en Côte d'Ivoire, est partagé entre une forme de contentement par rapport à la situation que nous vivons, à la situation politique que nous vivons. Donc, il y a toute une partie donc, de la classe politique qui va se dire donc satisfaite, quoi qu'il y ait des choses à améliorer. Et puis, il y a une autre partie qui va revendiquer justement une forme de libération totale, ce qu'on appelait un souverainisme, si je peux ajouter, national. Mais je dis très souvent à cette partie de la classe politique qu'en fait, on n'a pas à régler prioritairement la question du souverainisme. On a à régler la question de la souveraineté populaire. Pour avoir mis le nez un peu dans la construction historique de la Côte d'Ivoire, je pense que la difficulté qui est la nôtre, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le peuple n'est pas souverain. C'est ça le grand problème. Le vrai problème, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas souverain. C'est ça que nous devons régler. Donc, la difficulté ne me semble pas être celle de l'indépendance tout de suite. La difficulté me semble être celle de la souveraineté populaire. Et comme on va arriver aux questions électorales, c'est justement parce que le souverain n'est pas le peuple qu'on a tous ces problèmes-là quand l'élection arrive. Quand la configuration sociale nationale en Côte d'Ivoire va effectivement concéder le pouvoir au peuple, vous allez voir que ce type de problème-là va se régler. Et c'est le peuple lui-même qui va régler la question de l'indépendance. Parce que malheureusement, on pense que la question de l'indépendance doit être réglée par des leaders politiques. Non,
c'est le peuple, c'est au peuple à régler la problématique de l'indépendance. Donc, premièrement, prioritairement, c'est la souveraineté populaire. Et c'est ce que dit la République. La République dit deux choses. Elle dit premièrement que les individus qui constituent la collectivité nationale, ces individus-là sont des citoyens. C'est ça la République. Dans une République, on n'est plus des sujets. On est des sujets sous une monarchie, mais dans la République, on est des citoyens. Ce qui est au-dessus de nous, c'est la loi. Et ça, la citoyenneté. Et deuxièmement, la souveraineté populaire. Deux choses. Citoyenneté, souveraineté populaire. Et je crois que ce qu'on doit régler, notre défi actuel, c'est effectivement de faire basculer, mais on pourrait me poser la question, est-ce que la souveraineté populaire, est-ce que ça s'octroie? Est-ce que ce n'est pas au peuple à aller le chercher? Bon, nous sommes là pour faire ce travail de pédagogie. J'ai dit tout à l'heure que la citoyenneté était justement un fait de droit. On est citoyen parce que, d'abord parce qu'il y a une égale équivalence entre d'un citoyen et un autre. Si nous sommes citoyens, ça veut dire que nous sommes équivalents, nous sommes égaux les uns par rapport aux autres, les uns vis-à-vis des autres. Et donc, notre égalité nous est conférée par la loi. Au-dessus de nous, il n'y a personne, il y a la loi. Et c'est la loi qui règle l'égalité parfaite entre nous. Mais si nous sommes, souvent pour répondre aux amis qui m'interrogent comme ça, je dis, si vous prenez notre constitution, vous écoutez par exemple dans le vocabulaire national ou dans le discours national, vous allez entendre les gens dire, le citoyen, il a des droits et des devoirs. Je dis non, il a plus de droits que de devoirs, le citoyen. Prenez la constitution. Tout ce qui concerne le citoyen dit qu'il a des droits. Pour l'État, il y a des devoirs. Le citoyen a des droits et l'État lui fournit, n'est-ce pas? L'État a le devoir de lui fournir donc l'accomplissement de ses droits. Donc, or, les droits là, personne ne vous les a donnés. Même en terre ivoirienne, c'est comme ça. Personne n'a jamais donné de droit de bon cœur à qui que ce soit. L'histoire de l'humanité est jalonnée, n'est-ce pas, de ces combats pour la conquête des droits. Et donc, les Ivoiriens qui croient, malheureusement, que justement des droits leur seront concédés, leur seront octroyés, se trompent. C'est à eux à récupérer ou à conquérir des droits, des fois, qui leur sont refusés pour telle ou telle raison. Donc, c'est une conquête, là encore, c'est une conquête citoyenne. Quand on a des citoyens là, on va chercher ces droits. Voilà, aujourd'hui, dans le contexte universel ou international, quand on travaille, on a un salaire, on a des congés payés, on a droit à la retraite. Vous voyez, on a tous ces droits-là. Mais ces droits-là, personne n'a jamais donné ça à la classe ouvrière. Ce sont ces droits qui ont été conquis. Pour nous, aujourd'hui, c'est des évidences. Mais quand vous regardez, par exemple, dans l'Europe du 19e siècle, ce sont des choses qu'on est allé chercher. Et donc, si les Ivoiriens veulent avoir des droits, ils doivent aller les chercher. Tout le monde apporte forcément quelque chose. Mais je pense que l'analyse sera intéressante si on voit, comment dire ça, les évolutions ou les demandes historiques au moment où tel ou tel arrivait au pouvoir. Vous savez, Félix Houphouët-Boigny arrive au pouvoir dans un contexte décolonial, dans un contexte de conquête des indépendances, commence depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1958-1960. Et plus tard, il a à bâtir, n'est-ce pas, comment dire ça, une nation. Donc, on a construit un État, il a le défi de bâtir une nation. Les anciens expliquent que des droits, des avantages concédés aux anciens indigènes ivoiriens, parce que ça aussi, beaucoup dans le vocabulaire national, on ne l'entend pas assez. J'ai dit tout à l'heure que nous nous vantons d'être des citoyens, mais il faut bien comprendre que quand la Côte d'Ivoire se construit à partir des années 1880 jusqu'à 1893, où elle est décrétée colonie française, et par la suite jusqu'aux années 1940-1945, ceux qui sont les citoyens, ceux qui seront les citoyens, qui s'appellent ou qui se disent citoyens aujourd'hui, sont des indigènes, gérés par ce qu'on appelait le régime ou le code de l'indigénat, ce qui veut dire que ce ne sont pas des sujets de droit. C'est ça que l'indépendance est censée avoir réglé, pour faire basculer, pour faire passer l'ancien indigène à la condition de citoyen. Moi, j'ai l'impression, quand on écoute souvent les gens parler, qu'ils ne se rendent pas compte de cette évolution. Et c'est de cette évolution que nous sommes à la fois les héritiers, les témoins,
et les gardiens. Donc vous allez juger, je pense qu'on doit juger l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny à l'aune de ce basculement. Et si on a basculé, ça veut dire que justement il y a une égalisation des droits pour tout le monde. Et je pense, l'analyse que je fais, et je suis même en train d'écrire à ce sujet, c'est que finalement, toute la communauté nationale n'a pas basculé dans cet état de citoyenneté. Et si vous écoutez finement l'accès ou l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, il dit « Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai ». J'ai à régler la question de cette égalisation de droits pour concéder au peuple ancien indigène, aujourd'hui citoyen, la souveraineté qui seule lui appartient, la souveraineté populaire. Alors, on dit qu'en ce moment-là, il ne règle pas les défis économiques et sociaux. Je ne les trouve pas prioritaires dans ce contexte. Parce qu'on a à régler la question de l'émancipation d'un peuple. Je suis absolument convaincu, et ça, justement, c'est l'esprit de la nation qui le dit. La nation, on le dit, c'est un corps autonome. Et pour que la nation soit autonome, il faut que ses citoyens eux-mêmes se prennent en charge. Et je crois qu'on peut ranger deux dynamiques politiques. Je prendrai, puisque d'ailleurs, M. Alassane Ouattara dit qu'il est oufouettiste, donc il s'inscrit dans la tradition oufouetienne. Et puis, il y a une rupture qui est opérée avec justement, je peux l'appeler comme ça, puisque on n'a pas eu de gouvernance réelle. Quand on regarde des crises à l'intérieur, la parenthèse Laurent Gbagbo veut régler, elle, la question de la, je pense, j'espère, la question de la souveraineté populaire. Donc, je crois que si, pas qu'on élude ou qu'on évacue la question économique, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le progrès économique et social, ainsi de suite, si on ne regarde pas strictement cela et qu'on interroge la dynamique, la marche d'un peuple qui est en train de se construire, je crois qu'il y a deux moments. Et que ces deux moments-là, il ne faut pas les lire chronologiquement, simplement, purement. C'est-à-dire qu'on aurait 5 présidents qui se succèdent, mais je crois qu'il y a une demande, il y a un État. Et puis plus tard, il y a une demande. Entre effectivement une sorte de conservatisme, de collaboration aussi avec, vous savez, à l'époque, on a eu un parti progressiste en Côte d'Ivoire. Il n'était progressiste que parce qu'il estimait que le progrès occidental devait nourrir la pratique politique en Côte d'Ivoire. Il n'avait de progressisme que ça. Or, le progressisme, c'est un état donc d'avancée. C'est un état de correction, un état donc d'évolution d'une société qui n'a pas à stagner. Or, il y a le fait d'un conservatisme en Côte d'Ivoire. Il fait vraiment d'un conservatisme en Côte d'Ivoire et justement une ligue ou une ligne progressiste qui a été incarnée par les forces de gauche. Et moi, je pense que si on regarde ces 5 moments de notre histoire politique à travers les présidents de la République, c'est précisément ça qu'il faut voir. Et si on ne regarde pas ça, j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment qu'on se perd ou qu'on se trompe. Non, je pense qu'il y a une erreur que nos présidents commettent. Ils veulent rentrer ou rester dans l'histoire. Ils veulent rentrer ou rester dans l'histoire. Et à mon avis, ils s'y prennent de la mauvaise des manières. C'est-à-dire que ce que j'appelle, enfin, je peux mobiliser ce vocable-là, ce que j'appelle la politique du lapidaire. Donc dans lapidaire, il y a la pierre. La politique de la pierre ne permet pas à un peuple d'avancer. Félix Houphouët-Boigny a fait plus, je crois, je pense que le RHDP me le concédera, a fait plus que ce que le RHDP réalise, ce que le président Alassane Ouattara réalise. Mais il n'était même pas encore couché que la Côte d'Ivoire qu'il avait construite, qu'il pensait avoir mise au firmament du progrès, se délitait, se décomposait et que son œuvre justement périclitait. Et à partir de là, nous avons connu 30 ans de crise. Vous voyez, ça enseigne un leader, ça enseigne un gestionnaire de l'État. Pour dire, ce que j'ai à construire, c'est une nation qui progresse, c'est une nation qui avance. Or, tous les signes que nous voyons montrent que l'après Ouattara ne sera pas heureux. Tous les signes le montrent.
Il y a quelques semaines, nous recevions, dans le cadre d'un cercle de lecture de notre organisation, nous recevions un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats qui a produit un ouvrage, moi je trouve colossal, Les grands procès de la République sous l'ère Félix Houphouët-Boigny, la justice ivoirienne entre grandeur et suggestion. Il note dans cet ouvrage-là un état de permanence dans la gestion de la chose judiciaire depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, qui montre que les juges sont à la remorque du pouvoir exécutif pour faire tout sauf rendre la justice. Est-ce que ça a changé? Non. Je note également que dans la gouvernance actuelle, alors qu'on prétend que, disons, la décentralisation serait un fait marquant, effectivement, de la, disons, de la rétrocession de ce qu'on appelle la subsidiarité. La subsidiarité, c'est un principe libéral qui veut que ceux qui sont au plus proche des problèmes soient ceux-là même qui les règlent. Et donc, dans la décentralisation, il y a le principe de subsidiarité. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali, un pays vaste, c'est pas le Congo, un pays très vaste. Mais c'est quand même 322 000 km². Donc, un individu au plateau ne peut jamais prétendre régler tous les problèmes de la nation. Or, si vous regardez depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, là où j'ai pu mettre le nez dans cette affaire, toutes les régions et toutes les collectivités territoriales, donc les mairies et les conseils régionaux, n'ont pas plus de 300 milliards de budget ensemble. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Quel développement vous voulez avoir dans les régions? On dit que les présidents de région construisent les universités, que les maires construisent les lycées et les établissements primaires. Mais allez regarder dans les statistiques, c'est l'exécutif qui se vante de construire tout ça. Donc, il n'y a pas d'autonomie de la nation. C'est-à-dire que la nation ne vit pas par elle-même. Or, il faut qu'elle vive par elle-même. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas se développer. On ne peut pas. C'est-à-dire que moi, j'étudie la chose du point de vue systémique. Il y a de l'intelligence dans la nation. Il y a de l'autonomie dans la nation. Or, ce qu'on entend, c'est qu'on devrait le progrès à un individu. On n'a pas progressé. C'est une logique qui est même coloniale, post-coloniale. Ce sont les mêmes logiques. Toutes les nations là que vous voyez dans le monde qui progressent ne doivent pas leur progrès à un individu. Elles doivent leur progrès au fait que les personnes ou les citoyens se sont mis en face des responsabilités qui sont les leurs. Et donc le corps autonome de la nation se prend en charge. Il corrige ses problèmes. Il les ajuste, ses défis. Donc c'est comme ça que moi je juge la gouvernance et je ne la juge pas à l'aune des statistiques, lesquelles peuvent être discutées. Alors je vous remercie pour la question. Elle me permet de présenter vraiment notre organisation aux internautes et aux téléspectateurs. Objectif République est né en mars 2022, donc c'est une jeune organisation. Avant cela, moi-même était membre cadre du parti leader de Mamadou Coulibaly, qui a fermé ses portes en 2021. Et en regardant vraiment dans la pratique, en reprenant justement toute la littérature qui a accompagné notre ancienne organisation politique, notamment Leader. Je parle du manifeste, je parle des statuts, des règlements intérieurs, je parle aussi de tous les bouquins que, par exemple, vous avez un livre « Libéralisme, nouveau départ pour l'Afrique » de Mamadou Coulibaly, ainsi aussi que ces divers ouvrages sur le pacte colonial. Je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte que le vrai défi, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est républicain. Vous avez une proclamation, vous savez, dans notre constitution, en son préambule, la Côte d'Ivoire proclame la République. À la fin, je pense, l'article 178, si ma mémoire, si mes souvenirs sont bons, parlant de la révision de la Constitution, dit que la Constitution, effectivement, peut être révisée. Toutefois, il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. La laïcité de l'État et la forme républicaine du gouvernement. C'est-à-dire que vous pouvez changer la Constitution. Vous pouvez décider, par exemple, qu'aujourd'hui, on n'a plus un quinquennat, on a un septennat.
Vous pouvez décider, par exemple, que le régime politique n'est plus présidentiel ou présidentialiste et qu'il est devenu parlementaire. Voilà. Vous pouvez décider tout ça. Mais vous ne pouvez pas changer la laïcité de l'État et la forme républicaine du gouvernement. C'est quelque chose de fort, hein, n'est-ce pas? Mais allez regarder dans la rue. Regardez même comment les gens gouvernent. Et ils ne sont pas républicains. Je dis, la République dit deux choses. Premièrement, les individus qui sont dans la nation, ce sont des citoyens. Or, comme le démontre mon collègue, le professeur Sylla Abdoulaye, qui mobilise des théories de Émile Benveniste, qui est un linguiste, il dit que le mot de citoyenneté, si vous voulez correctement le traduire là, c'est concitoyen. Le mot citoyen n'existe pas. Si vous voulez correctement le traduire, vous avez concitoyen. Ça veut dire quoi? Que chaque fois qu'un citoyen se pense lui-même, il doit se penser par rapport à un autre citoyen, avec lequel ils ont un rapport d'équivalence parfaite. Oh, regardez les gens se comporter. Ils sont au-dessus des citoyens. Parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont députés, parce qu'ils sont proches du régime, ils sont au-dessus des citoyens. Ça n'existe pas dans une république. Le président de la République, il n'est au-dessus de personne. Je vais même choquer des gens, il n'est personne. Première chose, c'est la citoyenneté. Deuxième chose, la souveraineté populaire. Celui qui a le pouvoir, là, c'est le peuple. Notre ami Geoffroy Julien Kouaou écrit que en Côte d'Ivoire, les citoyens ou les Ivoiriens pensent que la souveraineté appartient au président de la République alors que c'est eux qui sont les souverains. Il dit qu'il pense, il dit que les Ivoiriens pensent. Gilbert Dou, qui est un universitaire camerounais, qui est actuellement aux États-Unis, écrit qu'en fait, non, il ne pense pas. Mais que la réalité, c'est que les pouvoirs politiques, notamment les gouvernants, s'imposent aux citoyens. Donc c'est ça que nous sommes venus dire et corriger. Nous sommes venus dire aux Ivoiriens que si nous disons que nous sommes une république, il doit y avoir un basculement réel du pouvoir qui sorte du corps politique qu'il a patrimonialisé et qui parte entre les mains du citoyen réellement. C'est ça que nous sommes venus faire. C'est ce travail que nous sommes venus faire. Et c'est pour ça que nous avons dit que notre objectif, c'est de construire la République. Vous voyez, donc nous avons dit objectif, République. C'est pas de la fantaisie, hein. C'est vraiment cela. Et on n'est pas allé au marché, aux idéologies, et puis un matin on s'est réveillé pour dire, bon oui, ce nom-là, il sonne chic, donc on va dire objectif. Non, non. C'est une affaire qui est pensée, et c'est une affaire qui est réelle de notre pays. Donc, nous avons intégré la coalition, la CAP, Côte d'Ivoire, qui a été présentée officiellement le 10 mars dernier à la maison du PDCI-RDA, parce que nous sommes entrés dans un long processus. Nous, en tant qu'Objectif République, depuis 2023, nous avons rencontré la présidente du MGC, Dr Simone Evier-Gbagbo, que je salue, parce que il y a ce délire, je crois, ivoirien, qui consiste à penser que vous allez mettre les anciens en vacances pour construire je ne sais pas quoi. Vous ne comprenez pas les racines de votre pays. Et puis vous voulez construire quoi de neuf? Tout ce qui se construit de nouveau doit comprendre les défis qui sont anciens. Et ceux qui peuvent vous les transmettre, ce sont les anciens. Donc nous sommes allés voir Simone Gbagbo en 2023. Et depuis, nous avons construit un long partenariat. Et lorsque, vers la fin 2023, elle a vu les enjeux électoraux venir, et donc elle a envoyé des délégations aux personnes avec lesquelles elle était en relation, mais aussi à tout le corps intermédiaire. Je veux parler des syndicats, des associations, pour dire, bon, écoutez, il faut qu'on construise justement une réflexion commune, parce que nous allons être confrontés à des défis en 2025, tant que le système électoral n'est pas réformé. Et donc nous sommes en 2023. En 2024, notamment en août, nous produisons une déclaration officielle à la maison du PDCI-RDA qui va acter formellement le début des travaux qui nous amènent aujourd'hui à créer CAP 2025. Et c'est pour cela que j'ai salué chaleureusement donc Madame Simone Evier-Gbagbo, parce qu'elle a été à l'initiative de cette construction qui dépasse les personnes. Ce n'est pas une question de personnes.
L'élection qui vient là, en octobre 2025, je prie les Ivoiriens et les leaders politiques de comprendre, ce n'est pas une affaire de personne. Il y a un défi le plus immédiat qui est posé à la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Comment on le règle? Et vous savez, ce défi, c'est lequel? De poser dans le cœur ou dans le système politique ivoirien la question de l'alternance démocratique. C'est un pays qui sait tout faire. On sait gagner des CAN, on sait remporter des... Enfin, on est premier au CAMES pour les universitaires, on a de bons footballeurs, qu'est-ce qu'on fait encore? Il y a des défis qu'on relève en matière culinaire, on est connu dans le monde pour notre... Mais on ne sait pas faire d'alternance. C'est grave. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un échec de tout le système intellectuel. Quand les gens là ont créé la démocratie à l'origine, ils ont fait deux choses. Ils ont consacré deux choses. Premièrement, le pouvoir est limité dans le temps. Ce n'est pas une affaire c'est pas récemment. Hein. Ce que je vous dis, on est quand même près de 2500 ans, quoi, 3000 ans. Que les gens avaient déjà compris ça. C'est-à-dire que nous, on se vante d'avoir fait intelligence artificielle, tout ça. On serait tellement brillant, tellement intelligent. Mais il y a 3000 ans, les gens comprenaient que le pouvoir, là, on doit le limiter. Et deuxièmement, qu'il faut réaliser une alternance dans la gouvernance. Or, en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas alterner. Et c'est ça que CAP Côte d'Ivoire veut faire. Et si on réussit ça, pour cette élection-là, mon vœu dans la CAP, c'est que plus jamais en Côte d'Ivoire, regardez autour de nous au Ghana, Rawlings fait un coup d'État au début des années 2000. Donc, il gagne une élection présidentielle. Et puis après, tous les 8 ans au Ghana, vous êtes assuré que vous allez avoir un nouveau président. Vous n'aimez pas la personne, c'est pas grave. Vous avez 8 ans à tenir. Après ça, vous ne la verrez plus. Donc, il y a un état d'apaisement dans la nation. Il y a un état d'apaisement dans la nation. Et c'est l'objectif de notre affaire, de CAP que nous venons de créer, c'est vraiment, je l'espère, en tout cas ça a été écrit comme ça dans la charte, c'est de consacrer cette alternance-là démocratique. Ah, ça c'est une très belle question. C'est une très belle question. Alors, normalement, vous êtes obligé d'être solidaire dans le groupe quand vous l'intégrez. Voilà. Et donc la question, je dis qu'elle est belle parce qu'elle est difficile. Elle est belle parce qu'elle est difficile. Non, je pense que l'avantage qu'on a, vous voyez qu'il y a des efforts de construction d'autres coalitions. Je pense que les difficultés qu'il va y avoir, c'est que ce sont des initiatives naissantes. Alors que l'initiative de CAP Côte d'Ivoire est relativement ancienne. Donc on a eu le temps de faire des réunions, on a le temps de savoir qui parle pas, quels sont nos meilleurs représentants, quelles sont les forces des uns et des autres. Et puis donc, on arrive quand même à avancer. C'est vrai qu'on n'est pas au niveau qu'on souhaiterait. C'est un moteur diesel, donc il va demander du temps et puis après ça va aller vite. Mais je suis assez satisfait quand même pour l'instant de ce que je vois et j'entends. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai été un leader, comme je l'ai dit, et puis on vient de créer l'Objectif République. Dans un contexte ancien, je n'aurais même pas voix au chapitre. Je ne pourrais même pas, alors que, je peux vous dire, des gens de mon âge et moins âgés que moi peuvent parler, peuvent faire des propositions et ils sont entendus. Simone Gbagbo, Tidjane Thiam, Daniel Boni-Clavry, Éric Taillé, mon adorable aîné, Charles Blé Goudé, Afi Nguessan, toutes ces personnes sont à l'écoute. Et je le dis honnêtement, je le dis sincèrement. Ce qui me motive dans ce que je vois, c'est qu'on peut, même avec des aînés, souffler des idées. Souffler des idées. Et si cette dynamique reste et que justement le sort se détermine en notre faveur et qu'un jour l'alternance se fait de ce côté-là, l'une des choses que je pense, ça peut évoluer, j'en sais rien, qu'on aura gagné, c'est d'avoir en face de nous des gens à qui on peut souffler des idées. Pas moi spécifiquement, mais des jeunes. Mais le corps de la nation peut parler à ces élites.
Pardonnez-moi de le dire, je ne fais pas de fixation. Mais même les journalistes, ils vous disent, quand, dans la gouvernance actuelle, quand le chef de l'État veut s'exprimer, il ne parle même pas aux journalistes ivoiriens. Il ne leur parle pas. Il les prend de haut. Vous comprenez? Donc, vous êtes convaincu d'une chose, c'est que vous ne pouvez même pas parler à votre président de la République. Là, le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah oui, on a déjà fait phase 5 de dialogue politique. Tout, pardon de le dire, mais vraiment, il faut lire quoi. Il faut aller ouvrir des livres, il faut regarder. Les Français là, ils commencent les états généraux. En France, vous avez 3 ordres à l'époque. Vous avez la noblesse, vous avez le clergé, et puis vous avez ce qu'on appelle le tiers-état. Donc la nation est constituée de ces 3 ordres. Vous étiez sous une monarchie absolue au XIVe siècle. Et malgré ça, on a initié des états généraux qui se sont perpétués de 1300 jusqu'à 1789. Dans la Révolution française, ça fait 400 ans de dialogue. Donc, voilà, c'est rafraîchissant quand il y a ce dialogue des générations aussi en interne. Ça permet effectivement ça rassure sur ce que pourrait être la gouvernance demain. Et bon, quand la campagne va arriver, on verra, on saura les mots à employer pour convertir nos concitoyens justement à la cause des candidats ou du candidat de Cap Côte d'Ivoire.